bordel, mais Philibert, mais qu'est-ce que tu fous? Hé, c'est ma dernière invention. Mais t'as pas le droit d'être ici, t'es privé de la botte depuis ta boulette de 1986 en Ukraine. Non, mais ça c'est pas pareil, c'est un accident. Eh, pas mal, hein, c'est un porte-gueule parfaitement fonctionnel. Pose ce truc et arrête tes conneries, je te jure que je vais t'enfermer dans la cave jusqu'à ce que Game Freak sorte un jeu Pokémon avec plus de budget qu'une pub Capri Sun. Et de toute façon, y a aucun monde où ton portal gun marche, c'est juste impossible. Hé, ça marche. Non mais c'est pas possible, sans déconner. Ça s'appelle le tal. Oh bordel de merde. Philibert, passe ma flasque vite. Ah, fais du bien là où ça passe. Allez là Philibert, on pop-up d'une air. Bah attends, mais pourquoi t'es pas fatigué? C'était quoi dans ton shaker là? C'est du Oli Philibert. Chéri Cheetah, le meilleur goût. C'était le dernier, sinon j'aurais dû me taper Clémentine et je déteste ce goût. Comment tu crois qu'on peut se taper autant de vidéos d'un coup toutes les semaines et quand même être à fond? Ouais, puis il y a d'autres gammes aussi, hein, comme Hydration pour ceux qui veulent un truc chill après un effort, ou alors même Milkshake, même si bon bah c'est pas trop ma cam, hein, mais comme dit il en faut pour tout le monde. Par contre, heureusement qu'il y a les codes Science-Fictive 5 pour 5 € de remise des 15 € d'achat et Science-Fictive pour 10% sur la commande parce que tu m'as ruiné la dernière fois à détruire un bâtiment. T'as cru que j'étais banquier? Et ça c'est sans compter les aventures random que tu nous fais faire. D'ailleurs, quelle idée d'aller faire un casse dans la fondation SCP. Mais heureusement qu'ils avaient 2-3 trombones qui traînaient dans la cellule et que j'ai pu gratter du fluide à Tommy. Tommy? Oui, SCP-507, mais il préfère Tommy. Du coup, Ali? Oui, et bah y a pas de sucre ajouté, y a pas de taurine, pas de colorant, pas de goût artificiel, y a de la New Caf et en ce moment ils ont même une offre à 49,99 pour la première commande si tu prends un pack découverte avec shaker et échantillon. Laisse-moi te dire comment c'est du solide ce truc, hein. Le mien ça fait 5-6 ans que je l'ai, il est toujours comme neuf. Bon ok, ça remplace pas l'eau, mais vas-y pour trouver un truc potable sur Zargon 6 en pleine course-poursuite. Bref, tout ça c'est dans la description et dans le message épinglé et oubliez pas, vous avez une réduction avec le code Science-Fictive pour 10% histoire de faire le plein et Science-Fictive 5 pour 5 € de remise des 15 € d'achat sur votre première commande. Qu'est-ce que tu baragouines encore et puis tu parles à qui là? Tu me fatigues, Philibert. J'aurais jamais dû lui montrer Rick et Morty, ça fait 2 semaines qu'il essaie de faire comme eux. Bon après c'est vrai que leurs inventions sont plutôt stylées en ça, donc je comprends, c'est vachement cool de les recréer. Si on s'y prend pas comme l'autre erreur de la nature. L'erreur de la nature, tu sais ce qu'elle te dit? Oh je sais pas, je pense qu'elle te dit faire. Avec notre technologie actuelle, on est quand même vachement limité, mais en poussant un peu la recherche, ce serait pas déconnant d'avoir d'ici quelques années des versions IRL de certains trucs qu'on voit dans le dessin animé, genre le Memory Remover qui pourrait par exemple extraire, stocker et réimplanter des souvenirs. Ce serait une dinguerie dans plein de domaines d'avoir cette technologie à disposition, comme la science par exemple, vu qu'on pourrait littéralement choper les souvenirs et les connaissances de scientifiques de génie et les filer à tout le monde. Code rouge dans l'aile B du bâtiment, je répète, code rouge! Merde, viens Philibert, vite! Mais chaque chose en son temps, déjà faut comprendre comment fonctionne la mémoire humaine, et c'est plutôt compliqué parce qu'elle se repose sur un ensemble de processus biologiques et neuronaux tarpins compliqués. Mais pour faire simple, le cerveau capte ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, etc. et va transformer ces informations en signaux électriques et chimiques qui va circuler dans notre réseau de neurones, et c'est à ce moment-là qu'un souvenir va se créer. Sauf qu'il n'est pas enregistré à un seul endroit du cerveau, mais plutôt découpé en plusieurs morceaux sous plusieurs formes de réseaux d'activité neuronale différentes, c'est ce qu'on appelle des engrammes. Et quoi? Des engrammes, c'est des groupes de neurones qui s'activent ensemble pour représenter des souvenirs ou des informations. Ces neurones sont connectés entre eux par des synapses, des points de contact qui vont se renforcer avec le temps et ce qu'on appelle d'ailleurs la plasticité synaptique. Techniquement, il existe plusieurs types de mémoire, mais je vais pas toutes les faire parce que c'est pas le sujet déjà et puis parce que j'ai la flemme, hein. Mais aussi parce que la seule qui nous intéresse vraiment ici, c'est la mémoire à long terme qui permet de stocker des souvenirs à long terme. Le dernier truc à savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs zones du cerveau qui participent à tout ça, comme l'hippocampe, l'amygdale ou le cortex cérébral, et il faut toutes les prendre en compte pour notre Memory Remover. Pour supprimer un souvenir, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Non mais c'est bon, on a compris, dis-le que c'est impossible. Bah non, justement, c'est pas impossible, parce qu'en fait, on l'a déjà fait. Quoi? T'es sûr? Oui, Philibert, je viens de passer 2 heures à faire des recherches sur ce point en particulier, donc oui, je suis bien sûr. Il y a déjà des books du MIT qui sont plutôt chauds dans le domaine et qui ont réussi à délettre des souvenirs. Bon, ok, c'était sur des souris, mais c'est déjà pas mal en vrai, même s'ils devaient sacrément se faire chier pour essayer de tenter un truc pareil. En même temps, les scientifiques parfois ont des idées plutôt particulière, mais c'est pas le sujet. Attends, mais comment est-ce qu'ils ont capté que la souris elle avait Alzheimer? Bah tu sais quoi, c'est une super question et justement j'ai la réponse là, attends, bouge pas. J'en étais où déjà? Ah oui! Cette technique s'appelle l'optogénétique et en gros elle permet de contrôler les neurones avec de la lumière. On modifie génétiquement certaines cellules du cerveau pour qu'elles deviennent sensibles à des impulsions lumineuses. Et ensuite avec une fibre optique plantée dans le cerveau, ouais c'est hardcore, on peut envoyer de la lumière pour activer et désactiver certains neurones spécifiques. Et vu qu'un souvenir est stocké sous forme de réseau de neurones,
c'est tout à fait possible de le désactiver ou même de le transférer en utilisant le même principe. Un memory remover fonctionnel devrait déjà donc pouvoir scanner entièrement le cerveau pour identifier les différents souvenirs enregistrés et repérer ceux qu'on veut supprimer. Si on combine toutes les technologies actuelles avec l'intelligence artificielle, il y a moyen que ce soit faisable avant que je me tape ma crise de la cinquantaine. Ensuite, faudrait pouvoir enregistrer son schéma d'activation numériquement avant de désactiver les neurones ciblés à coups de lampe torche. Et inversement pour le récupérer ou alors pour le filer à d'autres personnes. Mais pour le moment, c'est pas vraiment au point. Les techniques à disposition sont très invasives et je connais pas grand monde qui accepterait de se faire ouvrir le crâne à la perceuse pour se faire planter la fibre directement dans l'hippocampe. Et puis il y a des petits problèmes au niveau éthique, sur le côté transhumanisme par exemple, en plus de gens qui disent que Dieu serait vénère si on s'amusait à jouer au docteur Maboul avec les humains. Et toi, Dieu, du coup, t'en penses quoi? Oula, alors, ouais, Philibert, fils de... de la part de la direction, faut arrêter avec cette question. Voilà. Non, c'est tout, on peut continuer la vidéo. Attends, mais c'était pas ça le texte! M'en fous, allez, hop. Dans tous les cas, à cause de ces problèmes, la recherche sur le sujet avance pas très vite, donc il va falloir attendre un bon moment avant d'avoir une version IRL du Memory Remover. Surtout que c'est pas vraiment la création la plus utile de Rick, surtout si on pense de manière pas très bienveillante à ce qu'on pourrait faire à son prochain. Un truc qui serait très pratique par contre, ce serait d'avoir des Mythix Box. C'est une des premières inventions apparues dans la série, parce qu'elle date de la saison 1, et l'épisode en question est d'ailleurs dans le top 3 des meilleurs épisodes de Rick et Morty selon le site IMDb. Ces cubes permettent d'invoquer un larbin nommé Monsieur Mythix qui dévouera l'entièreté de sa petite vie à accomplir la tâche qu'on va lui confier lorsqu'il sortira de sa boîte avant de disparaître automatiquement quand la dite tâche est accomplie. C'est le rêve d'absolument tous les chefs d'entreprise. Je suis même persuadé que Jeff Bezos avait cette idée en tête quand il a conçu l'emploi du temps des employés d'Amazon. Wouhou! Le montage est fini! Je suis libre! Expliqué comme ça, le concept c'est super simple, sauf que pas du tout. Déjà, entre autres, il va falloir faire apparaître instantanément de nulle part une personne, ou en tout cas une entité avec une intelligence développée et capable de se désintégrer. Un Mythix, c'est quasiment un immortel, vu que le seul truc qui peut concrètement le buter, c'est le vide spatial. Ou alors plus précisément le manque d'oxygène. Mis à part cette exception, ils disent d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent juste pas mourir tant qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Le seul hic, c'est que plus ils vivent longtemps et plus ils deviennent fous. Le burn-out s'épargne visiblement personne. Il y a plusieurs théories possibles pour expliquer comment ça fonctionne, mais la plus probable reste quand même celle de la bioimpression 3D d'un corps temporairement dirigé par une intelligence artificielle. La Mythix Box fonctionnerait du coup en réalité comme une imprimante biologique ultra rapide capable de générer à la demande un organisme vivant minimaliste. Ce corps serait constitué de tissus synthétiques, probablement à base de cellules souches, imprimés couche par couche pour former une structure musculaire, un système moteur et un cerveau simplifié. Y a pas besoin d'estomac, de système reproducteur ou d'autres dingueries internes, parce que de toute façon, ils mangent pas, ils dorment pas, et ils ne se cordaignent pas le Bernie pendant la pause parce que ils prennent pas de pause. Corneille, le quoi? Mais c'est dégueulasse! La bioimpression 3D est déjà à l'étude depuis un bon moment déjà, et il y a même des scientifiques qui ont réussi à produire un bout de foie humain en 2013. C'était pas vraiment adapté à la transplantation, du coup ils l'ont utilisé pour dépister des drogues. Et à ma connaissance, pour l'instant, on arrive à produire que certains morceaux d'organes. En plus, ce processus est super long, super chiant, même passer Challenger 5000 LP sur LoL ou explorer 100% de la map Genshin Impact serait plus rapide. Sauf que nous, on veut de l'instantané. Ça nécessiterait d'accélérer grandement la chaîne de fabrication, genre d'à peu près 77 760%, et de minimiser tout ça pour que ça tienne dans un cube de 20 cm3. Et c'est pas infaisable en vrai, mais on risque d'attendre longtemps. Et c'est pas le seul problème, parce qu'il faut donner aussi une forme d'intelligence à un corps artificiel, et c'est plutôt facile avec une intelligence artificielle. Certes, on a Neuralink, tout ça, par contre, pour rendre une créature vivante immortelle, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que sinon, on le saurait déjà. Les Mythix peuvent encaisser des dégâts de baiser mental et continuer de fonctionner normalement comme si c'était un mardi classique. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'ils auraient très peu d'organes internes et ne ressentent pas vraiment la douleur physique, parce qu'ils ont des terminaisons nerveuses rudimentaires plutôt limitées, étant eux-mêmes des organismes minimalistes. Mais au bout d'un moment, ça a une limite. On peut alors supposer qu'ils ont des capacités de régénération plutôt vénères, en mode queue de lézard boosté aux hormones. Sauf qu'il y a un autre problème, l'énergie. Vu que les Mythix ne mangent pas, ils doivent obligatoirement avoir une source d'énergie annexe pour les alimenter, un peu comme un micro-générateur à fusion froide par exemple. Ce qui est d'ailleurs une technologie théoriquement possible, mais très controversée dans la communauté scientifique, mais j'ai un peu la flemme d'en parler maintenant. Attends, mais t'as oublié d'expliquer comment ils font pour disparaître, Xavier Dupont de Ligonnès. Ça me fait penser qu'il a pas fini sa terrasse lui. La disparition, c'est pas le plus dur en soi. Si on regarde bien comment ça se passe dans le dessin animé, ça ressemble quand même vachement à une explosion. En répartissant plusieurs centaines de milliers de charges explosives microscopiques dans le corps d'un Mythix pendant l'impression 3D, on pourrait les faire se déclencher dès que la mission est terminée et pouf, ça fait des chocs à pic, même si en vrai c'est juste des vieilles paillettes de chair bleue dégueulasses. Le plus gros problème avec tout ça, c'est pas vraiment les limites technologiques, c'est surtout la sécurité. Parce que si n'importe qui peut invoquer son esclave personnel et faire de lui ce qui lui passe par la tête, ce serait littéralement la purge en même pas 24
24 heures, et ça c'est en étant gentil et optimiste quant à la nature humaine. Même si c'était réglementé, ce serait presque impossible d'éviter des dérives quelles qu'elles soient. Et puis bon, avoir un esclave à portée de main, si on y réfléchit bien, suffit d'appliquer un petit filtre en noir et blanc et bizarrement l'idée passe beaucoup moins bien. Et du coup, moi je fais comment pour jouer à cache-cache tout seul sans les Mi-6? Moi j'ai pas d'amis. Alors déjà, faudrait peut-être se remettre en question, pourquoi t'as pas de pote, Philibert? Et ensuite, j'ai peut-être une solution pour toi, le clonage. Mais ça existe déjà, ça, qu'est-ce que tu me baragouines? Alors ouais, mais pas vraiment, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Dans Rick et Morty, on découvre pendant l'épisode Edge of Tomorty que Rick a mis au point une invention qui lui permet littéralement de devenir immortel grâce à des clones qu'il cultive tranquillement à la chaîne dans des cuves spécialisées comme si c'était des putains de légumes. Le mec il s'est cru dans Prestige. Philibert, par pitié, arrête les références au film de Christopher Nolan. Son prime s'est barré en 2014, c'est pas le moment de le ramener. C'est déjà un miracle que t'aies vu ces films alors que t'as même pas maté le Seigneur des Anneaux ni la trilogie originale des Star Wars, bordel de merde. Bref, dès que Rick meurt, son esprit est automatiquement transféré dans un de ses corps clonés via un système appelé l'opération Phoenix, qui est un nom grave stylé d'ailleurs. Sauf que dans notre monde, c'est pas encore ça. Historiquement parlant, ce qu'on appelle le clonage a toujours plus ou moins existé dans la nature. Il y a certaines bactéries, plantes et même certains animaux qui peuvent se reproduire par clonage sans passer par la case Scrabble. Mais ce n'est qu'en 1952 qu'on a réellement commencé à faire des manipulations artificielles pour cloner un embryon de grenouille. En gros, les chercheurs ont réussi à transférer le noyau d'une des cellules de l'embryon dans un œuf énuclé, qui est un mot un peu chiant pour dire qu'on lui a enlevé son noyau. Alors, on appelle ça la technique de transfert nucléaire. Ensuite, en 1996, on a eu Dolly, la fameuse brebis clonée qu'on a tous vu en cours de SVT et qui est née grâce au SCNT, qui est un peu la méga évolution de la technique que je parlais juste avant, mais qui nous permet de faire plus ou moins la même chose à partir de n'importe quelle cellule prélevée sur un mammifère adulte. D'ailleurs, petit fun fact, j'étais déjà né à l'époque et je me souviens encore que ça avait grave fait parler à l'époque à la télé, puis d'un coup, plus rien. Et oui, je suis plus vieux que Google, littéralement. Entre les années 2000 et 2010, on a eu le droit aux clones de toute l'Arche de Noé. J'ai juré, c'était la mode, on a eu les vaches, les cochons, les chiens, les chevaux, et la liste est encore très longue. Mais c'est aussi là qu'on s'est rendu compte que le clonage, ça pouvait être déjà vachement cher et surtout que ça pouvait être risqué, parce que le taux de réussite est très faible, et même quand ça marche, il y a souvent des défauts de malformation. Puis niveau éthique aussi, voilà. Mais ça n'a pas arrêté la recherche, Je vais skip les 15 ans d'après, parce que c'est pas un cours d'histoire non plus, que tout le monde s'en Midoriya Bakugo, mais en gros, de nos jours, le clonage animal est beaucoup plus maîtrisé et utilisé pour la recherche biomédicale, pour ressusciter des animaux de compagnie de gens qui ont genre 50 000 balles à claquer, et pour la conservation vite fait d'espèces menacées comme le direwolf que vous avez probablement vu traîner sur Instagram. Mais tout ça c'est vite fait, parce que ça coûte quand même tarpin cher, faut pas déconner. On essaye toujours de développer le clonage thérapeutique pour créer des tissus ou des organes à partir de cellules des clients qui pour le coup portent bien le nom de patient, parce que bordel de merde, c'est super long comme procédure. Par contre, le clonage reproductif humain façon armée de clones, c'est interdit dans presque tous les pays sauf l'Iran, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine, l'Uruguay et tous les pays d'Afrique excepté l'Afrique du Sud. Il y a les États-Unis aussi à skip. Ah ouais, effectivement. Attends, quoi? Comment ça, l'oncle Sam n'a pas du tout de loi au niveau fédéral sur cette merde? Bordel, il y a 31 putains d'états des États-Unis où les lois sur le clonage reproductif ont expiré, sont pas claires ou n'existent juste pas. Même la Chine l'a interdit. La Chine! Bon, après, c'est bizarre, mais ça me surprend pas tant que ça, en fait. Bon, après, ça reste interdit par l'ONU, donc dans les faits, personne peut vraiment tenter l'expérience sans risquer, rien du tout en fait, il y a aucune mesure répressive mise en place pour l'instant. Ça veut dire qu'officiellement, c'est pas bien, il y a des méchants très méchants qui le font ce genre d'expérience pas du tout éthique, mais c'est tout. C'est tout à fait possible que si vous avez léché un jour les barres du métro de Paris, vous pouvez vous retrouver avec un clone quelque part de vous qui vous observe la nuit. Et probablement choper une hépatite ou deux, mais bon ça c'est un détail. Mis à part ça, le plus gros problème c'est le transfert de conscience. Le cerveau humain c'est environ 86 milliards de neurones reliés par plus de 100 000 milliards de connexions synaptiques qui forment un réseau d'une complexité juste délirante. C'est ce qu'on appelle la conscience et en fait la totalité des activités électrochimiques s'y produisent en temps réel. C'est un processus dynamique donc pas vraiment un truc qu'on peut télécharger comme ça sur un disque dur et c'est pas non plus comme avec les souvenirs que j'évoquais juste avant où on peut genre les scanner avec les engrammes. Dans les faits, il y a bien des recherches sérieuses qui essaie de cartographier le cerveau humain pour faire une sorte de version 3D numérique de l'esprit, qu'on appelle d'ailleurs un connectome au passage. L'idée c'est de faire une carte ultra détaillée de toutes les connexions neuronales d'une personne pour ensuite essayer de recréer cette fonction dans une machine ou un autre cerveau. Sauf que pour l'instant on a réussi à le faire mais sur une larve de drosophile. Alors pour ceux qui savent pas, c'est une mouche. C'est-à-dire l'équivalent de 3016 neurones pour 548 000 synapses. Voilà, on est encore très loin de se la jouer Robocop. Puis il y a aussi une autre petite problématique de type
identitaire. Si tu crées une copie de ton cerveau et que tu l'implantes dans un clone, concrètement, c'est qui devient le vrai toi? C'est le même problème que le bateau de Thésée. Parce qu'à partir du moment où les deux esprits sont dissociés, bah ça devient concrètement une autre personne. Juste qu'elle a la même gueule et les mêmes souvenirs que toi. C'est pas pratique pour partager sa meuf ou son appartement, d'accord, mais c'est quand même une autre personne, quoi. Dans le cas de Rick, c'est un peu différent parce que son esprit est scanné au moment où il va faire coucou à tonton Jean-Bas, avant d'être transféré dans un tout nouveau corps, probablement grâce à une puce qu'il s'est implantée directement dans le cerveau. D'ailleurs, GG à lui pour avoir miniaturisé un truc aussi complexe et avoir probablement fait l'opération en solo, vu qu'il fait confiance à littéralement son père. Mais pour nous autres pauvres humains, il faudra probablement attendre un bon siècle, voire deux, pour avoir une version fonctionnelle et fiable à grande échelle de l'opération Phoenix. Bordel, j'adore ce nom, c'est trop stylé. Enfin bon, c'est chiant parce que j'aurais quand même aimé voir ça de mon vivant, même si je serais très probablement canné depuis longtemps, et vous aussi d'ailleurs. Bah y a pas moyen de vivre un peu plus longtemps, genre je sais pas, en se cryogénisant comme dans les films. Pas en théorie, ouais, mais dans les faits, pas vraiment. Mais Osef, c'est pas le sujet. Bah si en fait. Une des autres inventions célèbres de Rick, c'est le freeze ray qui sert justement littéralement à cryogéniser les gens. De ce qu'on voit dans le dessin animé, le processus est instantané mais aussi réversible, ce qui rend concrètement le fonctionnement de cette invention incroyablement plus casse-couille qu'un simple rayon qui te transforme en Mr Freeze. Parce qu'en soi, avec un peu de temps et le matériel adéquat, transformer quelqu'un en glaçon, c'est pas vraiment compliqué, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas les moyens qui manquent. Chambre froide, azote liquide, sommet du Mont Everest sans la mentalité Kaizen, j'en passe. Le souci, c'est que le corps humain apprécie moyen les basses températures et qu'il a tendance assez rapidement à canner quand on descend en dessous des 20 degrés Celsius de moyenne corporelle. Ça, c'est à cause de notre métabolisme qui ralentit dès qu'on franchit une certaine limite. Le cœur va battre moins vite, les organes vont réagir plus lentement et passer les 20 degrés, tout s'arrête. Même si à ce stade-là, la machine peut encore repartir. Le principal problème avec la cryogénisation, bah c'est l'eau, parce que le corps humain en est composé à environ 60%, donc bah il y a de la congélation, ce qui veut dire que l'eau va geler et se dilater en formant des cristaux de glace qui vont tout simplement percer les membranes cellulaires. Du coup, bah les cellules vont exploser littéralement un peu partout dans le corps, ce qui est plutôt mortel, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et je parle même pas des micro-fissures internes ni même des bulles de gaz qui vont se former dans le sang au passage. Pour éviter ça, il y a deux solutions. La première, et la plus réalisable avec notre technologie actuelle, c'est la vitrification. La deuxième implique la physique quantique, donc on va faire un énorme fuck, on va pas prendre celle-là, c'est l'autre qui est là-bas. Plutôt que de congeler, on va donc essayer de vitrifier les tissus, c'est-à-dire transformer les liquides du corps en une substance amorphe, solide comme du verre. Et c'est déjà utilisé en cryogénisation sur les embryons et les ovocytes. Ça évite justement la formation de ces fameux cristaux kamikazes. Ça nécessite trois choses: des agents cryoprotecteurs, une vitesse de refroidissement ultra élevée et un réchauffage extrêmement rapide, uniforme et synchronisé. Les agents cryoprotecteurs, c'est des substances chimiques qu'on injecte dans le corps avant la cryogénisation. Le plus connu d'entre eux, c'est le DMSO. Damso, mais qu'est-ce qu'il y a à foutre là? DMSO ou diméthylsulfoxyde, c'est super chiant à dire, vous imaginez même pas combien il y a de prises derrière cette phrase, mais il y en a d'autres. En tout cas, ces agents-là servent entre autres à réduire la formation de cristaux de glace, à augmenter la viscosité des liquides intracellulaires et permettre à l'eau de rester sous forme amorphe, même à très basse température. Sachant qu'il faut pas se planter sur le dosage, parce que ces produits sont généralement extrêmement toxiques. Mais c'est pas suffisant parce que pour vitrifier, au lieu de geler, il faut refroidir extrêmement rapidement, genre moins 196 degrés Celsius en une seconde. Parce qu'à partir d'un certain seuil de lenteur, l'eau va quand même se cristalliser à ce stade et t'as juste perdu du temps et accessoirement le bouc que t'essaies de cryogéniser. C'est plutôt simple à faire avec des petits volumes biologiques comme des embryons, mais c'est beaucoup plus complexe quand il s'agit d'un corps humain complet qu'il faut refroidir à toute vitesse. Et c'est la même chose pour la partie réchauffage, on va pas le foutre au micro-ondes. Faut que ce soit aussi rapide que la congélation, sinon l'eau va redevenir partiellement liquide, ce qui va créer des cristaux et donc du coup va créer de la dilatation, des fissures, enfin bref, vous avez le topo, c'est pas très agréable et le patient risque de canax. Avec notre technologie actuelle, c'est cette partie-là qui est mission impossible, ou en tout cas personnellement j'irai pas tenter l'expérience. Mais ce serait réalisable avec des nanoparticules magnétiques qu'on injecterait dans l'organisme avant de les faire chauffer à l'intérieur grâce à un champ électromagnétique. Et c'est justement à l'étude, on a déjà des tests aux États-Unis en 2017, il y a une équipe japonaise qui a publié un papier sur le sujet en 2020 et il y a encore d'autres tests qui ont été faits en 2023. Pour l'instant, on essaye surtout avec des cellules souches, des artères de porc ou des reins de rat vitrifiés, mais si vous êtes chaud, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'université de Kyoto ou du Minnesota pour vous proposer en tant que cobaye, on sait jamais, peut-être que vous ferez avancer la science. En vrai, on a qu'une vie, non? Tu viens de me sortir un YOLO là. D'ailleurs, petite pause en vif, mais on en parle qu'il y a moyen du coup de postuler chez Pika mais en tant que place surgelée dans les universités? Si, mais c'est pas important ça depuis tout à l'heure, tu nous parles de cryologie machin, mais tu nous expliques pas le rayon de Rick. Oui, j'arrive, Philibert, 2 secondes. Notre technologie cryogénique actuelle repose essentiellement sur les cryoprotecteurs et l'immersion des organismes à refroidir dans de l'azote liquide. Sauf que le freeze ray de Rick fonctionne pas du tout pareil, donc vous pouvez oublier absolument tout ce que je vous expliquais avant, ou presque. Non, parce que non, ce truc n'injecte pas de substance chimique dans le corps, c'est juste un rayon et il ne trempe pas intégralement ses
incompressible dans de l'azote liquide non plus, c'est juste un rayon, vraiment. Je vous cache pas qu'à ce stade de l'écriture de la vidéo, j'avais tellement plus d'idées sur l'explication cohérente que j'ai dû passer ma nuit et 3 shakers de Holy Energy pour trouver quelque chose qui pourrait tenir la route. Et la seule théorie quantique free plausible, ce serait le rayonnement électromagnétique. Le freeze ray arriverait en fait à modifier l'état physique de l'eau intracellulaire pour la forcer à se vitrifier grâce à ces rayons, et c'est étonnamment faisable. Non vraiment, on se sert déjà du principe dans les IRM où on utilise des ondes électromagnétiques pour faire vibrer les atomes d'hydrogène qui composent l'organisme. Et après quelques dizaines d'années de recherche supplémentaires, je pense que ce serait tout à fait possible qu'on arrive à pousser le truc au point où on peut induire des changements d'état de la matière avec ces mêmes ondes. Ce qui au passage annoncerait l'arrivée de nouvelles vagues d'armes de guerre, ce qui serait totalement terrifiant. Et en parlant d'armes, c'est techniquement le cas de l'invention la plus emblématique mais aussi la plus compliquée à mettre en place de Rick et Morty, à savoir le Portal Gun. C'est littéralement une création du démon. Vous vous rendez pas compte de la puissance du bordel? Et oui, bien évidemment que j'ai fait les maths. Normalement, même si vous avez pas vu la série, vous savez ce que c'est, mais au cas où vous viendriez d'un monde où les dessins animés n'existent pas et où les portals venaient d'être inventés et vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, un petit rappel s'impose. Un Portal Gun, notamment celui qu'on voit dans tout l'épisode de Rick et Morty, sert à créer des portails menant à d'autres dimensions ou d'autres emplacements dans les dites dimensions. Il y a que 2 Rick dans toute la série qui ont réussi à en créer d'eux-mêmes sur les 184 qu'on connaît pour l'instant, ce qui implique que même dans leur univers, même avec le mec le plus intelligent du monde, c'est compliqué sa mère niveau innovation. Parce que pour bien comprendre le principe, il faut plonger dans la théorie des multivers. La théorie des multivers est une hypothèse scientifique étudiée dans plusieurs cadres théoriques. En mécanique quantique par exemple, il a l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett, qui dit qu'à chaque choix, l'univers se divise en plusieurs réalités alternatives. En cosmologie, on a l'idée d'un multivers inflationnaire, où des bulles d'univers se formeraient dans une sorte de bouillie cosmique infinie. Et en théorie des cordes, on explore la possibilité que notre univers soit juste un bran flottant dans un espace à 11 dimensions. Oui, c'est trop, et en plus leurs noms sont casse-couilles à dire, mais Hassoul, on passe à la suite, c'est pas le plus important. Le vrai gros problème pour fabriquer un Portal Gun, c'est pas vraiment de savoir si l'univers parallèle A, B, C, etc. existe, c'est plutôt de réussir à les atteindre sans tout faire péter. Ça va péter! Et pour ça, il faut plier l'espace-temps. Un portail intradimensionnel, c'est une sorte de trou de verre portatif qui agit comme un raccourci à travers la structure de l'univers. Pour visualiser, c'est facile, tout le monde vous l'a sorti cet exemple. On prend la feuille de papier, on met un point A, un point B, on plie la feuille pour que les deux points se touchent et hop, on fait un trou. Et ce trou-là, c'est notre portail. Ce concept nous vient directement de la relativité générale. Les trous de verre ou ponts d'Einstein-Rosen pour les intimes sont théoriquement possibles. Sauf que, ils sont instables, minuscules et que pour les maintenir ouverts, il faut un truc encore plus hypothétique que le concept de justice dans notre pays, à savoir de la matière exotique à énergie négative. Et on en a encore jamais observé, même si certains phénomènes comme l'effet Casimir montrent qu'on pourrait théoriquement créer des zones d'énergie négative à très petite échelle, donc en ça, il y a moyen que ça existe vraiment. Mais on en parle déjà vite fait dans la vidéo sur les Pokéballs, donc foncez la voir si c'est pas déjà fait parce que je vais pas réaborder le sujet. Pour pouvoir plier l'espace-temps grâce à un pont d'Einstein-Rosen, il faudrait déjà être capable de créer un trou noir, ce qui veut dire que Rick a fait rentrer un accélérateur de particules dans son Portal Gun, vu que c'est le seul moyen théorique d'en créer un artificiellement, ou en tout cas avec nos connaissances actuelles. En tout cas, GG à lui parce que miniaturiser un truc qui fait 27 km de circonférence, on prend celui du CERN dans un jouet dégueulasse, probablement commandé sur AliExpress, qui tient littéralement dans la poche de mon jean, c'est plutôt impressionnant. Surtout que ça veut dire qu'il a aussi réussi à caser une source d'énergie exotique pour régler le problème d'instabilité que j'évoquais juste avant. En vrai, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Mais ferme ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles! J'ai même pas parlé des sessions de programmation de bâtard qu'il a dû se taper et c'est pas sur une Arduino qu'il a fait son Portal Gun! Parce qu'il faut quand même coder dans un système de navigation multiversel cohérent, t'imagines même pas ce que ça demande comme puissance de calcul. Même moi je me rends à moitié compte quand je le dis. Déjà pour que le Portal Gun puisse cibler n'importe quel endroit, dans n'importe quelle dimension, il faut une base de données qui cartographie l'intégralité de notre univers observable, ainsi que toutes les dimensions parallèles possibles imaginables, soit environ 10 puissance 500 univers d'après certaines interprétations de la théorie des cordes, et qui contiennent la structure spatiale en 11 dimensions de chacune de ces réalités. X, Y, Z, le temps, les 7 autres et j'en passe. Donc déjà niveau stockage, en supposant qu'il faut environ 10 TB pour stocker avec précision les coordonnées spatio-temporelles d'un seul univers complet, ce qui est très optimiste hein. À ce stade là c'est un fichier zip dans un fichier zip dans un fichier zip, on se retrouve avec 10 puissance 501 TB de données. C'est totalement absurde. C'est obligatoirement stocké sur un disque dur quantique parce que sinon il y aurait juste pas assez de matière dans notre univers littéralement pour fabriquer des milliards de data centers nécessaires qui ne rentreraient de toute façon même pas dans un Portal Gun. Et pour le processeur, il faut du quantique. Et donc après un calcul très rapide, on a besoin d'au minimum 10 000 qubits
stable, fonctionnant à zéro absolu dans un environnement hors de l'espace-temps classique pour éviter la décohérence et capable d'exécuter 10 puissance 15 opérations quantiques par seconde pour créer un calcul topologique multivarié en 11 dimensions. Vous avez rien compris et c'est normal. En plus, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup d'énergie pour alimenter tout ce bordel, hein, et le calcul est juste atroce. Arrête, tu dis ça à chaque vidéo, c'est quand même pas si compliqué, non? Eh bah attends, tiens, papy, viens là. T'en penses quoi du calcul? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, pour simplifier, on va prendre l'hypothèse la plus simple et la plus minimaliste possible. Si Rick ouvre un trou de verre de taille humaine, d'environ 2 mètres de diamètre, on peut utiliser la formule suivante, où C est la vitesse de la lumière, G est la constante gravitationnelle et R est le rayon du pont d'Einstein-Rosen. Et on obtient 1,35 x 10 puissance 42 joules juste pour ouvrir un portail pendant une seconde. C'est littéralement l'énergie d'une supernova qu'il faut balancer chaque putain de seconde tant que le portail est ouvert. Faudrait littéralement voler l'énergie d'une réalité entière pour que ce soit possible, comme avec ses batteries multiverselles. Et en ça, en fait ce serait totalement le style de Rick, il a déjà fait pour sa voiture, on le rappelle, hein. Le frérot a aussi un casier judiciaire plus long que la liste des ex de mon ex, et je vous assure que celle-ci aussi elle est tard pas longue. Et c'est pas juste pour du petit délit, hein. Il y a du meurtre, du bioterrorisme, du cannibalisme, du trafic d'armes et d'autres trucs que je peux pas vraiment citer sans me faire démonétiser instantanément. Sans rentrer dans les détails, il paraît qu'il serait même sur une certaine liste qui existerait pas. Voilà. Donc ce truc là, le Portal Gun, c'est littéralement le pouvoir de détruire le monde plusieurs fois d'affilée en appuyant sur une seule gâchette. Le moindre dysfonctionnement et boum, l'univers se fait atomiser façon Serious Punch de Saitama. SpaceX galère encore à faire décoller des fusées sans qu'elles explosent. Alors vu le niveau de contrôle absolument inhumain nécessaire pour contrôler ce genre de passerelle interdimensionnelle, on risque pas de fabriquer un Portal Gun fonctionnel avant très longtemps. Mais qui sait, peut-être qu'on l'aura avant la sortie de l'épisode 38 de What the Cut. Hein, tu vois Philibert, j'ai fait tous les calculs et c'est ce que je te disais, hein, avec notre technologie actuelle, créer un Portal Gun, c'est totalement impossible. Je crois qu'il manque des réglages. Bordel, c'est la 3ème dimension qu'on refuse cette semaine avec tes conneries. Normalement on devrait pouvoir être tranquille. J'ai absolument aucune idée de ce qui vient de se passer. Moi non plus. Mais j'ai un Portal Gun. Wabalabatabab. Bordel, comment je vais expliquer ça à sa daronne, moi?